Rebonjour tout le monde du groupe 4, éthique et politique au hiver 2020. On a terminé le dernier résumé avec le projet de Wangari Maathai Maathai, le projet de la ceinture verte qui a inspiré tellement en Afrique qu'on s'est donné un projet, le projet de la Grande Muraille verte, qui consiste à bloquer le Sahara avec une ceinture d'arbres, avec une grande muraille d'arbres de 7100 jusqu'à 7600 km. Ça va de la ville de Dakar à la pointe ouest de l'Afrique jusqu'à Djibouti à la pointe est de la Corne de l'Afrique. Cette grande muraille verte-là est un peu inspirée par le travail de Wangari Maathai Maathai, qui consiste à planter massivement des arbres pour améliorer l'écosystème local, puis recapter du CO2 de manière à ce que la vie localement soit meilleure, puis aussi, par ricochet, pour lutter contre les changements climatiques en recaptant du CO2 puis en améliorant la condition de vie des gens localement. Cette solution-là pour lutter contre les changements climatiques, c'est une solution super intéressante. Malheureusement, en ce moment, il semble qu'on n'aille pas assez vite pour lutter avec ce genre de solution-là contre le problème des changements climatiques. C'est ce qui fait que certains scientifiques commencent à proposer des solutions comme la géo-ingénierie. Il y a un exposé oral qui est prévu avec Antoine Bergeron qui va nous parler de la géo-ingénierie. Je ne sais pas s'il va avoir lieu. J'attends encore des réponses. Mais bon, qu'est-ce que c'est exactement la géo-ingénierie? Ben, la géo-ingénierie, c'est cet ensemble de solution qui est proposée par les scientifiques pour prendre volontairement le contrôle du climat planétaire avec la technologie qui nous est actuellement disponible en déployant deux grands efforts essentiellement. Un effort pour gérer le rayonnement solaire d'une part, puis un autre effort pour capter et séquestrer rapidement le plus de CO2 possible. Puis pourquoi on parle d'ingénierie? C'est parce que les suggestions qui sont faites pour gérer le rayonnement solaire, c'est des solutions technologiques. On ne gérera pas le rayonnement solaire en, en préservant la glace qui existe. Non, on va déployer des surfaces blanches au sol ou en haute atmosphère ou dans l'espace pour réfléchir le soleil, pour éviter qu'il entre puis qu'il crée de la chaleur sur la Terre ou pour renvoyer dans l'espace le plus possible de cette énergie-là. C'est ça la proposition qui concerne la gestion du rayonnement solaire. Il va y avoir toutes sortes de propositions qui vont être faites. Là. Peindre les villes en blanc, peindre les rues, au lieu d'être noires, les rues devraient être blanches. Le toit des maisons devrait être blanc aussi. On devrait repeindre les montagnes qui sont actuellement noires pour les mettre blanches, parce qu'en ce moment, on a perdu une trop grande proportion de la calotte polaire. Puis ça ferait bien si on pouvait remplacer l'albédo des calottes polaires par du blanc installé partout pour baisser la température des villes. Déployer des nuages de particules dans la haute atmosphère de manière à bloquer le rayonnement solaire avant qu'il arrive sur Terre, déployer des miroirs spatiaux pour réfléchir le soleil avant qu'il rentre dans l'atmosphère. Vous voyez que c'est des solutions hyper technologiques. Même chose pour la séquestration du CO2. Beaucoup de solutions sont proposées qui consistent à développer des machines qui vont capter le CO2 de l'atmosphère pour l'injecter dans le sol ou pour étendre des produits chimiques dans l'océan qui vont faire apparaître beaucoup d'algues qui vont capter le CO2 en grandissant, ou bien planter massivement des arbres, les faire chauffer ensuite pour faire du charbon de bois, puis enfouir le charbon de bois. Donc, on a beaucoup de solutions variées qui se réunissent en deux grands ensembles de solutions, la gestion du rayonnement solaire, puis la séquestration, la captation puis la séquestration du CO2. Il y a des scientifiques qui sont très enthousiasmés par ces techniques-là. Il y en a aussi qui sont un peu craintifs parce qu'ils ont peur qu'on joue à l'apprenti sorcier. Si tu en vas faire des nuages de particules de soufre puis que tu te retrouves avec un problème d'acidification des océans après, t'es pas mieux qu'avant. Là.
si tu mets des miroirs spatiaux qui bloquent le soleil, puis que ça engendre des famines en Inde, c'est pas mieux. Donc, il y a des grands débats qui ont lieu autour des solutions proposées par la géo-ingénierie. Tellement de débats, en fait, que certains pensent qu'on n'arrivera pas à gérer le problème du réchauffement climatique de manière démocratique. Puis, il y en a qui commencent déjà à proposer qu'on suspende d'une certaine manière la démocratie. Mathieu Brassard nous a fait un exposé sur l'écofascisme. Qu'est-ce que c'est l'écofascisme? C'est un courant de pensée dans lequel on considère que les problèmes écologiques ne pourront pas trouver une solution démocratique parce qu'on est trop capricieux, parce qu'on est trop stupide, parce qu'on est trop, dépensier, on consomme trop. On n'arrivera pas à remettre en question nos modes de vie suffisamment pour que la planète ne se réchauffe pas de manière catastrophique. Donc, puisqu'on n'y arrivera pas, il ne faut pas compter sur la démocratie pour régler ce genre de problème-là. Ça fait que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on suspende la démocratie. Puis là, l'écofascisme propose toute une série de solutions pour que la population humaine baisse, pour que le péril technologique cesse de menacer les écosystèmes. Puis là, dans ce vaste courant de pensée-là de l'écofascisme, il y a vraiment de tout. On souligne d'ailleurs que dans Mein Kampf, l'espèce de livre, de programme politique personnel d'Adolf Hitler, il y avait des passages qui évoquaient l'idée que les grandes villes devaient être rasées en Europe pour redonner sa place à l'environnement. Puis il y a des mouvements d'ailleurs de droite en ce moment, des mouvements contre l'immigration en Europe qui s'inspirent de l'écofascisme pour dire des trucs du genre si les Africains ont détruit leur environnement, ils n'ont pas d'affaire à venir détruire le nôtre, puis qu'ils restent chez eux, puis qu'ils s'arrangent avec leur environnement détruit, puis qu'ils guérissent plutôt que de s'en venir en Europe. La fermeture des frontières fait partie des propositions faites par l'écofascisme pour faire diminuer la population. Il y a des écofascistes qui proposent qu'on euthanasie les déficients ou qu'on stérilise une partie de la population pour éviter qu'il y ait trop de bébés. Vous voyez que les solutions proposées par les écofascistes sont assez extrêmes. Pour l'instant, l'environnement va relativement bien. Il n'y a pas des millions de morts en raison d'un dérapage des changements climatiques à nos portes. Donc, on repousse complètement comme des lubies un peu folles les idées proposées par l'écofascisme. Mais il faut peut-être être prudent, puis il faut peut-être se dépêcher de trouver des bonnes solutions pour pas que ce genre de solutions-là deviennent trop populaires. Tu sais, si on ne trouve pas des solutions pour le problème du changement climatique, ça pourrait arriver que la situation dégénère pas mal, puis qu'on finisse par avoir des monstres au pouvoir qui sauvent la planète en sacrifiant pas mal de monde, comme le proposent les écofascistes. C'est que ça vaut la peine qu'on s'occupe de ce qui se passe sur la planète. Heureusement, certains voient venir de l'aide du côté de l'intelligence artificielle. Il y en a qui croient que c'est l'intelligence artificielle qui va nous sauver, qu'on va développer des ordinateurs surpuissants qui vont être plus intelligents que nous, en regardant doubler régulièrement la puissance des ordinateurs. On est capable de voir venir un moment où ils vont être aussi intelligents que nous, puis ensuite plus intelligents que nous, moment où ils vont prendre le relais pour l'invention des prochaines générations d'ordinateurs. On a eu 2 exposés oraux sur cette théorie-là, la théorie de la singularité technologique. Dans le cadre du cours, là, vous les avez vus passer, il y a eu un petit débat concernant qui devrait faire l'exposé, puis finalement, ça s'est conclu par voici 2 exposés sur la singularité technologique. Qu'est-ce qu'on y apprend? On y voit que il y a des gens qui croient que bientôt les ordinateurs qu'on fabrique vont commencer à être aussi intelligents et bientôt plus intelligents que nous. Puis certains y voient une bonne nouvelle parce qu'on ne gère pas bien la planète. Fait que s'il y avait quelque chose de plus intelligent que nous, ce serait peut-être une bonne nouvelle. Certains y voient une menace profonde. Puis certains ont peur que cette espèce-là,
cette espèce consciente-là qu'on est en train de fabriquer finisse par prendre le pas sur nous. Puis là, ben, il faut voir quelle position nous, on va prendre. C'est sûr que tant qu'on n'y réfléchit pas du tout, puis tant qu'on pense que ça n'arrivera pas, ben, on se pose pas de questions. Mais quand on se met à y réfléchir, ben, on s'aperçoit que c'est peut-être pas une affaire si impossible que ça. Hein. On a déjà des téléphones cellulaires qui sont capables de comprendre suffisamment ce qu'on dit pour l'écrire à mesure qu'on parle. On a déjà sur Internet des outils collectifs qui voient suffisamment ce à quoi on pense, puis ce dont on parle pendant nos conversations pour nous faire des propositions d'achat pertinentes en fonction de nos intérêts. C'est que vous voyez que la possibilité de l'existence de machines aussi intelligentes que nous est de moins en moins un enjeu de science-fiction. L'un des exposés oraux qu'on devait avoir, c'est un exposé oral sur le cyberpunk. L'idée générale du cyberpunk, les romanciers du cyberpunk, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'ils ont essayé d'anticiper ce que deviendrait le monde si jamais les ordinateurs se développaient à un point tel que ils deviendraient plus intelligents que nous. Les romanciers du cyberpunk ont pensé à cette éventualité-là dans les années 80, 90. Puis, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, en 2020, il y a certaines de leurs prévisions sombres qui se sont avérées. Par exemple, la possibilité qu'un gouvernement totalitaire surveille tous ses citoyens grâce à des outils technologiques déployés partout. C'était déjà présent en 1948 dans le roman 1984 de George Orwell. Ça s'est matérialisé encore dans chez les romanciers du cyberpunk. Ben, imaginez-vous donc qu'aujourd'hui, on voit ça comme une possibilité concrète. Puis même que ici au Canada, on espère que bientôt nos téléphones cellulaires vont surveiller nos promenades puis nos fréquentations de manière à pouvoir nous dire si on est à risque d'avoir la COVID-19. Fait que vous voyez que la surveillance de tous les citoyens par l'État, alors que c'était vu auparavant comme une menace à la liberté des individus puis une menace à la vie privée, mais maintenant, il y a des gens qui souhaitent qu'on arrive à ce moment-là. La surveillance de tous les citoyens par l'État, le contrôle des idées des citoyens par l'État, puis le contrôle des mouvements, la surveillance des mouvements des citoyens par l'État, c'est ce qui s'appelle le cyberfascisme. Olivier Morin nous en a parlé un petit peu dans un exposé oral de cette possibilité-là que les États surveillent les citoyens. Déjà en Chine, c'est abondamment commencé. On a déjà en Chine mis en place des systèmes qui ressemblent un petit peu à ce qu'on voit dans Black Mirror, dans l'un des épisodes de Black Mirror, où les gens ont un score social qui leur est donné par l'ordinateur central, score social qui dépend des gestes posés par l'individu, mais qui dépend aussi des gestes posés par les fréquentations de l'individu. Alors là, ici, on commence à se dire que ce serait bien d'avoir des téléphones cellulaires qui nous disent qui dans notre entourage a la COVID-19, de manière à ce qu'on puisse savoir qui on peut fréquenter, puis qui dans notre entourage a déjà fréquenté quelqu'un qui avait la COVID-19, de manière à ce qu'on puisse exclure de nos fréquentations ceux qui menacent de nous transmettre la maladie. Fait que vous voyez que la surveillance de tous les individus par le gouvernement, qui était encore un truc impossible. Quand moi j'étais assis à votre place au collège, ben maintenant c'est devenu très concrètement possible. Puis non seulement c'est possible, mais c'est souhaité par certains citoyens, par beaucoup de citoyens. Puis là, ceux qui surveillent les libertés civiles commencent à dire qu'il faut garder l'œil ouvert si on ne veut pas perdre le contrôle sur ces outils de surveillance-là, puis de contrôle-là qui sont en train de se déployer. Donc, vous voyez que singularité technologique, cyberfascisme, cyberpunk, tout cet ensemble d'idées-là montre qu'on pourrait être dépassé par les ordinateurs puis finirait par nous prendre en charge. Ben, dans l'exposé de William Savard sur le post-humanisme, dans l'exposé de William Savard, ce qu'on a vu, c'est que certains proposent d'éviter d'être dépassés par les machines en devenant nous-mêmes meilleurs
grâce aux machines. L'idée du post-humanisme, c'est un peu ça, hein, c'est de prendre tout ce que les machines offrent comme capacité de calcul, comme capacité sensorielle, comme puissance, comme capacité de se guérir de nos maladies, les capacités de se guérir du vieillissement, de prendre, de prendre toutes ces possibilités-là, puis d'en profiter, nous, en tant qu'humains, pour devenir mieux que des humains, mieux que les humains traditionnels, mieux que ce que sont les humains jusqu'à maintenant. L'idée du post-humanisme consiste à proposer, le post-humanisme propose qu'on fabrique avec tous les outils qui nous sont disponibles maintenant des humains meilleurs. Il y a toutes sortes de possibilités pour ça. Si on a peur que l'intelligence artificielle à l'extérieur de nous devienne trop forte, ben, on n'a qu'à s'y brancher à l'intelligence artificielle. Si vous fouillez un petit peu sur le travail que Elon Musk fait réaliser par les gens qui travaillent chez Neuralink, ben, vous allez voir que le travail se fait en ce moment pour développer des outils qui vont permettre de connecter le cerveau avec le cerveau humain à un ordinateur, de manière à ce que notre cerveau puisse être connecté au web, pour qu'on puisse devenir, nous, des êtres dont l'intellect est nourri par la machine planétaire d'intelligence, puis disons, de réflexion collective qui est devenue le web. Notre corps, pour l'instant, vieillit. Il y a déjà des travaux qui sont faits pour guérir le problème du vieillissement par toutes sortes de chemins, notamment en corrigeant nos télomères, qu'on perd graduellement hein, quand nos cellules se reproduisent. À chaque reproduction cellulaire, on perd des codons de nos télomères. Ben, il y en a qui maintenant développent ce qu'il faut pour soigner ce problème-là, puis pour fabriquer pour un vieillard de 90 ans des organes frais dont on a retiré le vieillissement, des organes compatibles génétiquement avec le corps de cette personne-là, puisqu'ils sont le fruit de son code génétique, puis des organes dont les télomères ont été refaits. Donc, vous voyez que les possibilités qui s'ouvrent à nous, c'est de voir l'espérance de vie qui diminue déjà d'environ 1 an à tous les 4 ans de développement de la médecine, de finir par bientôt diminuer de plus d'1 an par année de développement de la médecine, de manière à ce que, à chaque année de développement de la médecine, on gagne plus d'espérance de vie qu'on vient d'en perdre. Donc, la mort, au lieu de se rapprocher à mesure qu'on vieillit, s'éloignerait parce qu'on aurait une longévité de plus en plus longue. Ça fait dire à Laurent Alexandre qu'il y a parmi vous qui écoutez cette vidéo-là, une personne ou deux qui risque de vivre plus de 1000 ans. Moi, je ne sais pas si ça va arriver, mais j'espère que vous allez vous souvenir qu'on en aura parlé ensemble si jamais ça survient, puis dans 1000 ans, on ira prendre une bière ensemble à quelque part. Je ne sais pas si on va avoir encore de la bière, je ne sais pas si on va avoir encore des quelque part, je ne sais pas si on va être encore incarné dans un truc de viande qui aime boire de la bière. Mais d'ici là, j'espère que vous avez passé un cours de philosophie pas trop barbant. C'était le résumé que je voulais vous faire pour les exposés oraux qui ont eu lieu. Certains des exposés oraux que je viens de vous décrire vont apparaître dans la conversation collective dans les prochains jours. Puis on va de cette manière-là, avec les résumés que je viens de vous faire, plus les exposés oraux écrits, vous devriez avoir tout ce qu'il vous faut pour faire l'examen. On va s'organiser pour que cet examen-là soit relativement simple pour pas que vous vous cassiez trop la tête. Puis sur ça, je vous souhaite bonne préparation. Je m'ennuie follement de vous. J'ai hâte de vous voir dans la vraie vie. Puis je vous dis à bientôt. Le confinement qu'on traverse en ce moment nous force à apprendre toutes sortes de choses nouvelles. Puis nous donne l'occasion de réfléchir au type de société qu'on veut pour le futur. Mon objectif, c'est que vous preniez votre part dans cette construction collective-là. Puis surtout, prenez et gardez l'habitude de donner votre avis parce qu'on a besoin de tous les esprits si on veut avoir une société saine pour les enfants que j'ai déjà puis que vous allez avoir éventuellement aussi. Donc, je vous souhaite une bonne suite puis je vous dis à bientôt.